Bonjour à tous, chers fans de basket européen. On se retrouve en petit comité aujourd'hui, puisqu'on sera 4 pour vous parler des awards de cette saison d'Euroleague. Effectivement, cette saison est terminée. C'était une très belle saison qui s'est finie en apothéose avec le sacre du FC. Ah non, c'était Efes. Ah oui, bien, dommage. Bon. De l'Anadolu Efes Istanbul, à mon grand désarroi. Et pour parler des awards de cette saison Euroleague, aujourd'hui partageront le micro à mes côtés Mathieu. Salut tout le monde, salut les gars. Romain. Salut les gars, salut Coco, salut tout le monde, heureux d'être avec vous. Et enfin, Olivier. Bonsoir messieurs, bonsoir à nos 20 auditeurs donc, voilà, c'est juste le petit chambrage d'entrée. Très content d'être avec vous pour conclure cette saison avec les awards. Alors, un indice sur nous 4, il y en a 2 qui ne sont pas sobres pour des raisons différentes. À vous de deviner à la fin et puis vous pourrez nous tweeter ça. Petit indice, il y en a un qui a fêté la victoire de son équipe fétiche en championnat. Voilà, c'est vite dit. Les copains, tout simplement, on a demandé à nos copains qui étaient venus sur des épisodes, mais aussi de la communauté basket européen sur Twitter de voter. Et donc du coup, on va les remercier déjà. Merci à Ludo, à Romain ici présent, Romu, à moi-même, je vous remercie. Je m'auto-congratule même. Adrien, Mathieu ici présent et Olivier également. Et on a tous voté pour décerner nos awards de l'année avec le MVP, le meilleur défenseur, le meilleur coach, le meilleur jeune de l'Euroleague, la meilleure progression et ensuite nos first team et second team. Ça va être très très simple. On va tous se relayer au fur et à mesure pour présenter nos différentes rubriques. On fera les mentions honorables et ensuite les top 3 que l'on a retenus en espérant qu'il y ait un débat derrière. Ah oui, effectivement, j'ai oublié le meilleur sixième homme. On en discutera ensemble. On va tout simplement commencer avec le MVP présenté par notre ami Romain. En MVP, nous avons un podium qui nous amène avec à la première place Micic. Finalement, ça tient exactement au résultat de l'Euroleague. Donc, Micic arrive premier, suivi par Mirotic de Barcelone. Et enfin, alors là, c'est là où on va commencer à sortir les couteaux et les armes. On retrouve Mike James en troisième position plutôt qu'un Nando De Colo. Mais votre serviteur qui a fait toute l'intro et toute la présentation, on avait décidé autrement. Et donc, voilà. Voici le podium du MVP. Juste, je tenais à préciser un peu la méthode qu'on a utilisée justement pour cette élection, ces récompenses. On a chacun voté pour un top 3. La première place donnant 5 points, la deuxième place 3 points et la troisième place 1 point. Voilà. Donc Mike James est troisième de ce classement grâce à une personne qui a voté pour lui à la première place du classement et qui lui donne donc 5 points. C'est honteux. Il fait passer devant Nando De Colo. C'est honteux. T'es fier de toi, juste Mathieu? Pour la précision. Ok, du coup... Corentin, t'assumes même pas tes choix. Non, mais si, je vais l'assumer parce qu'il a été tout simplement énorme et puis c'était une manière de lui rendre hommage. Il ne le saura jamais, même si Mike et moi on restera connectés. Est-ce que, messieurs, vous aviez des mentions honorables du coup également à mentionner? Lucic a été mentionné, et puis il y a forcément De Colo, qui aurait dû être sur le podium. Qui d'ailleurs est dans notre first team, alors que le troisième du classement MVP n'y est pas. Bon voilà, ça c'est un autre débat. Mais non, je tenais moi à juste parler très rapidement de Nicolas Milutinov dont la saison s'est arrêtée en pleine série de victoires du CSKA Moscou, qui était offensivement en train de rouler sur toutes les raquettes d'Euroleague avec des matchs à plus de 20 rebonds notamment, qui permettait à son équipe d'avoir un point d'ancrage offensif monstrueux et à l'équipe de devenir inarrêtable à tel point que lors de nos émissions à ce moment-là, on les voyait clairement vainqueurs. Je pense, sans trop m'avancer, que s'il avait été valide jusqu'à la fin de la saison, il aurait pu, alors je dis pas être MVP, mais au moins intégrer ce top 3. Voilà, et effectivement, Vladi Lucic, bon, voilà, c'était juste pour saluer les anciens du Partizan. Ok. D'autres mentions honorables, messieurs? Non, pas vraiment. Je crois qu'on a fait le tour de vrai MVP en début, milieu.
En milieu, début de saison, ouais, on avait potentiellement un Tavares, mais finalement, il s'est un petit peu éteint dans son impact global. Mais sinon, j'en vois pas vraiment d'autres. Mathieu, t'en vois, toi? Non, je pense qu'on a cité les principaux et il y a déjà des bons joueurs, donc c'est déjà bien. Du coup, je vais pas citer Leon Radosevic et Kaleb Tarzeski, c'est pas la peine. Non, on va éviter. Bah, Radosevic a au moins été le MVP de cœur d'Olive pendant toute la saison, hein. Ah bah ça a été surtout le MVP de Milan, hein, en fait, quand on y pense. Ah, bon, ça Oui. on tire pas sur l'ambulance, ça se fait pas, hein. Non, c'est pas une ambulance. Troisième de Rolex, c'est pas une ambulance. Ouais, bon, ça c'est un autre débat. Mais Ouais. La Parce que, communication et puis basket. parce que le Fener, enfin, ils ont pas été au final, enfin, je dis ça. Tu vois. ouais, est-ce que c'est vraiment comparable? Oui. Bon, je pense que c'est un débat qu'on n'aura pas sur les récompenses, mais moi, pour ouvrir un peu la discussion sur le MVP, euh, moi, très concrètement, on m'aurait dit à la moitié de la saison, Mesic serait MVP devant Mirotic, je me serais quand même bien marré. Parce que, on en avait parlé, hein, Vasilij Micic a eu un début de saison très compliqué, alors pour diverses raisons, et au final, c'est vrai qu'à posteriori, quand on analyse les dynamiques, euh, Ataman a eu raison de le responsabiliser et d'essayer de le responsabiliser un maximum pour le remettre en confiance. Ça lui a permis de monter en puissance jusqu'à la fin et de faire un Final Four, enfin des playoffs et un Final Four, mais euh, exceptionnel. Moi, les meilleurs individuels que j'ai vus pour un joueur depuis peut-être 6 ou 7 ans en Euroleague. Euh, comment dire? Le, au même titre, hein, à contrario, je dirais, le Final Four et les playoffs de Nikola Mirotic, parce qu'il y a eu le Final Four pendant lequel il est inexistant, mais contre les Zénith, il est très en difficulté aussi. Et alors que sa saison a été tout ce qu'on peut finalement définir comme étant valuable, donc avec un apport constant, continu, il élevait le plafond et le plancher de son équipe, ben, pendant ces playoffs, alors qu'il aurait dû finalement permettre à son équipe de passer un cap et de remporter la compétition, il a pas été là, pas suffisamment, et il a insisté. Donc voilà, pour moi, il y avait un débat entre deux joueurs seulement, hein, vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais il y avait un débat entre Micic et Mirotic, et ensuite pour la troisième place, c'était une autre catégorie de joueurs, voilà. En gros, si on doit faire une rétrospective, et donc c'est vrai qu'on a pris saison plus playoff, à la différence de l'Euroleague qui élisait juste le début de la saison, pour moi, voilà, c'est le Final Four qui fait la décision en faveur de Micic vis-à-vis de Mirotic. Mirotic a vraiment eu son. Enfin, c'est vrai qu'il était méconnaissable pendant le Final Four et puis même les playoffs, la fin de saison. Je sais pas du tout ce qui s'est passé à l'intérieur du groupe pour qu'il s'éteigne autant. Il a vraiment pas eu le même impact. Alors je sais pas si c'est les défenses qui avaient ciblé clairement son jeu et du coup bah, il s'est retrouvé sans solution, ou alors si c'est finalement le jeu et le collectif barcelonais qui s'est un peu délité et qui l'a oublié complètement. Franchement, je sais pas, mais c'est vrai qu'il était cata sur la fin de saison. Ouais, ça a été assez compliqué pour lui, d'autant plus que voilà, c'est un joueur sur la saison régulière, on l'a vraiment vu dominant et j'avais presque envie de dire un peu suffisant. On avait cette sensation qu'il n'avait pas besoin de forcer pour être talentueux. Et je pense qu'il s'est fait surprendre parce que dès qu'il a eu des défenseurs un peu plus vigoureux à partir des playoffs, bah là, il a pris l'eau. Et pour moi, c'est ce qui fait le cut aussi quand il faut choisir Micic devant lui, c'est tout simplement qu'il n'a pas son match référence sur la partie qui compte de la saison, quoi, à partir des playoffs. Là où Micic a commencé la saison en mode diesel, il a commencé doucement, et puis bah, c'était un peu l'homme au mille et un visage. Sur la fin, il se transcende, et c'est là où il est le meilleur. Et on a vu toutes les formes de Micic au cours de la saison, un peu à l'image de sa coupe de cheveux qui n'a cessé d'évoluer aussi au cours de l'année. Mais voilà, il a fini en beauté, et on a senti que c'était un gars qui était tranchant, et qui avait un plein de confiance sur tous les tirs qu'il a pu prendre. Chose qu'il n'avait pas au tout début d'année où il a dû composer sans Shane Larkin et automatiquement en étant plus responsabilisé. Mais sa fin de saison est superbe et c'est amplement mérité. Je rajoutais quelque chose au sujet de Mirotic. Euh, j'ai l'impression, alors c'est un petit peu mettre les pieds dans le plat, mais j'ai l'impression que l'ajout de Pau Ligue Gasol, des équipes, hein.
As-tu une idée? Pardon. Ah, Romain? Ah, On a perdu Romain. ouais, j'ai l'impression. Ouais, non, ce que je disais, je vais répondre rapidement, mais l'arrivée de Pau Gasol pour moi a été délétère à Mirotic. Alors je dirais pas au collectif du Barça, hein, parce que c'est un joueur exceptionnel, mais euh, l'arrivée sur le terrain de Pau Gasol, s'il apporte en QI basket et en qualité offensive, il permet pas de cacher en défense Nikola Mirotic, et du coup il a été très exposé, ils ont beaucoup attaqué sur lui, et il a eu moins d'énergie ensuite pour attaquer, au même titre que la progression fulgurante de Brandon Davis sur les dernières semaines de compétition, et donc la nécessité pour lui d'avoir la balle, a aussi généré chez Mirotic cette propension à prendre la balle, essayer de la jouer pour lui. Bon, c'est ouais, c'est un ensemble de choses, la dynamique, l'incapacité à step up. Bon, en tout cas, voilà. Bravo à Vasilij Micic. Je pense que l'ensemble de la communauté basket européenne va quand même dans ce sens, hein. Bon, il y a quelques disparités, mais ça fait partie des discussions. Voilà, il a fait une saison exceptionnelle, et hélas, nous ne l'aurons pas avec nous en Europe l'année prochaine. Est-ce que vous déjà, est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Alors, ok, très bien. Le coup de Micic en NBA, finalement, enfin, je sais pas si vous avez vu la news, ça a pas l'air d'être sûr, hein, finalement. Je crois que c'est son agent qui en a parlé, et il a dit que s'il n'y avait pas des garanties par rapport au temps de jeu et à son rôle, eh bien, il préférerait rester en Europe. Alors, bien sûr, son choix premier, ce serait la NBA, mais du coup, il semblerait que donc il irait du côté du Thunder, mais finalement, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de garantie. J'ai vu passer des rumeurs comme quoi Chicago pouvait s'intéresser au Kamisic. Donc en fait, c'est bon, il y a de grandes chances qu'il y aille, mais pour l'instant, c'est pas une certitude. Ouais, Alors c'est peut-être paradoxal ce que je vais dire, mais je pense que le fait qu'il réalise justement une saison pleine, ça l'incite davantage à rester que s'il avait fait une saison correcte, mais sans plus. C'est-à-dire que là, il sent qu'il atteint un niveau de domination, ou peut-être il peut écrire aussi une très grande et très belle histoire dans le contexte de l'Euroleague. Là où s'il avait juste été considéré comme bon joueur, bah, il l'aurait utilisé comme passerelle pour tenter une aventure outre-Atlantique. je pense qu'il y a deux aspects à considérer, en plus de ce que vous venez de dire, auxquels j'adhère totalement. Euh, le premier, c'est celui de la hype et du storytelling, hein. Le MVP de la NBA est un Serbe. Il est serbe. Ils viennent du même, enfin ils viennent du club, ils sont passés par les mêmes clubs, donc il y a une idée de vas-y on se rejoint et puis on va essayer de dominer la ligue. Je caricature un peu. Le deuxième aspect, ça va être le choix du Thunder à la draft. En NCAA, il y a ce petit playmaker là qui est un combo très très grand, à la Micic, hein, qui s'appelle Cade Cunningham, qui a un talent important, considérable, pour pas dire générationnel, et qui finalement est capable de jouer un peu de la même manière que Micic, à savoir avec des gros changements de rythme, le contact. Bon, voilà, si le Thunder arrive à récupérer Cade Cunningham, qui est de l'Oklahoma, à ce moment-là, effectivement, Micic risque de ne pas y aller. En revanche, s'il récupère un autre joueur que Cade Cunningham, je pense que ils vont essayer de faire Micic un de leurs playmakers principaux. Voilà. Merci Olive. Je vous propose de passer à la catégorie suivante du coup, le meilleur défenseur, présenté par Mathieu. C'est parti. Donc pour le meilleur défenseur et à l'unanimité, on a offert ce trophée à Walter Tavares, qui finit donc numéro 1 de notre classement. En deuxième position, on a Daniel Hackett. En troisième, on retrouve Corey Higgins. On a eu également quelques nominés avec Jalen Reynolds, Pierre Henry ou encore Kyle Hines. Je ne sais pas si vous aviez d'autres noms aussi éventuels. Alex Eichfeld. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà. Elle était gratuite? Ah non, elle n'était pas gratuite. Non, mais ça se comprend, ça fait un bon moment qu'on n'a pas parlé du Kimki et il nous manque, et du coup, je comprends qu'il ait des sautes d'humeur comme ça. Scotty C'était Wilbekin notre fil aussi. rouge de toute la saison. Ouais, Zach Auguste. En fait, tous les croqueurs, en fait. Non, je crois enfin, les joueurs que vous avez cités, on a rapidement fait le tour. Il y a des spécialistes défensifs. On pourrait peut-être parler de
de Deshaun Pierre aussi, sur le rôle, en tout cas qu'on lui a donné au Fener. Moi, je voulais juste citer un joueur, mais alors c'est compliqué de le citer dans le défenseur de l'année parce que c'est un joueur qui magnifie la défense collective, mais qui individuellement est pas un défenseur dingue. C'est Mateusz Ponitka. Euh, Ouais, couteau Ouais, suisse. et ouais, oui, mais voilà, qui en c'est fait bien joué. de base est pas un bon défenseur, mais qui s'est transformé en 3&D, mais grâce au système défensif de Pasquale, dont Mhm. on risque de parler un peu plus tard. Toujours est-il que, voilà, je voulais le citer là-dedans. Alors, les gens vont nous sauter dessus, parce qu'effectivement, c'est vraiment pas un spécialiste comparé aux Hackett, Heinz, Higgins, Ah ouais, tu fais bien de le Tavares. souligner. Ça fait super plaisir. C'est bien vu, tu vois. Parce que en plus, à l'envie, il a changé quelques possessions. C'est bien de le souligner. Ça fait plaisir que tu le dises. Et c'est surtout qu'on n'aura pas de joueur à citer du Zénith dans cette catégorie, alors que c'était la deuxième meilleure défense. C'est vrai. Parce que, ouais, j'allais dire Casey Rivers. C'était pour la vanne. Peut y avoir Euh, Dunston aussi, même si statistiquement ça se voit moins, mais On peut parler aussi d'Ian Vezeli, hein, qui a porté à bout de bras la défense intérieure du Fener. Mais on a tendance à le banaliser, Vezeli, parce qu'il est tellement fort. Mais c'est incroyable ce qu'il a fait, hein. Le duo du Fener, d'un côté et de l'autre du terrain, c'était. hmm. On se rendra compte de l'exploit qu'a été de réaliser cette saison avec une baisse de 11 millions d'euros de budget quand ils récupéreront une équipe un peu plus compétitive. Et là, ça risque de piquer, je pense. Mais bon, pour revenir sur le trophée défenseur, bah, au même titre qu'en NBA avec Rudy Gobert, je pense que cette année, le trophée, ça souffre d'aucune discussion. Enfin, Tavares, pour moi, avant de vous laisser la main, euh, est un point d'ancrage énorme. Il a énormément progressé en mobilité, il fait beaucoup moins de fautes. Il est dissuasif au possible. Il organise la défense, il permet de pouvoir jouer avec des partenaires qui sont un peu moins forts. Je pense à Trey Tompkins, hein, qui est un excellent joueur offensif, qui fait le boulot en défense, mais qui est pas un bon défenseur. Mais grâce à Tavares, ben, on peut jouer avec lui sans problème. Et il a réussi à, quand ils ont joué avec des doublettes, hein, Tavares et le jeune Garouba, à donner de son expérience et de son assurance à Garouba, qui a pu prendre des risques, mais aussi s'adapter. Enfin, voilà, franchement, un maximum de respect à Walter Tavares. Et pour la deuxième place, moi là, je donne limite ex aequo Higgins et Hackett, hein. Hackett pour son Final Four, incroyable. Pour ses playoffs, pardon, incroyable. Et sa défense sur Nando De Colo, parce que c'était pas une mince affaire. Et Corey Higgins sur l'ensemble de sa saison en défense, hein. Lui aussi, le couteau suisse du Barça, mais à un niveau élite. Tavares, tu vois, c'est bien, t'as utilisé la comparaison avec Gobert pour la remise du trophée, mais finalement, sur ce qu'il fait, j'ai l'impression que c'est Gobert, mais version Euroleague, quoi. C'est C'est exactement ça. le nombre de mecs à qui il fait peur, le nombre de shoots qui modifie de par sa présence, protecteur de cercle hors norme. Vraiment, c'est notre Gobert en Euroleague et enfin on peut pas lui contester quoi que ce soit cette saison. Il a été exemplaire à ce niveau-là, comme il a été. Et je pense que lancé comme il est, s'il reste dans la compétition, il va venir chipper encore des trophées. Il peut les avoir tous les ans en fait. Et Heinz, qui a été multiple vainqueur de ce trophée, va peut-être l'avoir sur les talons au niveau du palmarès. Ouais, Tavares très très fort. Et ce qui est assez incroyable avec ce joueur-là, c'est que, alors, je trouve qu'il y a une vraie marge de progression notable sur la saison, sur l'aspect offensif, mais aussi défensif. Je trouve qu'il lit beaucoup mieux le jeu. On sent qu'il arrive beaucoup plus à anticiper les trajectoires de balles, les trajectoires de passes également. Et même si c'est pas un joueur qui est très fort sur les déplacements latéraux, c'est une armoire à glace et juste par ça, il a une capacité de dissuasion sur les tirs qui était proprement hérissante. Et c'était tout simplement la pierre angulaire du Real Madrid cette saison. Je dirais juste un petit mot sur Daniel Hackett parce que je suis super content qu'il soit dans notre top 3. C'est un joueur d'une constance incroyable et même si c'est pas un joueur qui va être impactant sur le plan statistique, son travail défensif en permanence dans l'ombre de Mike James sur le début de saison et comme tu l'as mentionné Olivier durant le Final Four, c'est incroyable. C'est un joueur d'une régularité phénoménale et il mérite vraiment d'être cité. C'est celui qui a peut-être le plus
profiter du départ de Mike James finalement, parce que sur la fin de saison, il a été incroyable et on a vu son impact dans les playoffs et au Final Four, donc je pense que c'est peut-être celui qui en a le plus profité, ouais. Contrairement à Daron Hilliard. Contrairement à Darwin Lillard, exactement. Ouais, catastrophique. Mais sur Tavares, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Mathieu, euh, on a tendance à le catégoriser à joueur de défense en drop. Euh, il a une, enfin, je trouve, après, c'est juste de l'analyse rapide, mais tu parlais de déplacements latéraux. Il y a un autre aspect sur lequel il a énormément progressé. Il a Il permet maintenant au Real Madrid aussi de défendre en edge, donc il remonte pour venir gêner le tir, mais vu qu'il a une grande envergure, il n'a pas besoin de remonter aussi loin qu'un arrière ou qu'un ailier pour gêner le tir, donc il reste à peu près au niveau de ligne des lancers francs. Mais sur les drives, donc après un changement sur un pic éventuel, quand un arrière vient l'attaquer, et donc il y a un mismatch défavorable de vitesse pour Tavares, il a une capacité aussi, juste en levant le bras opposé, à orienter la course, générer du contact sans générer la faute et l'accompagner jusqu'au panier sans sauter. Donc en fait, il a une capacité à se retourner et à courir pour gêner, plutôt que de la vitesse latérale, qui pour un joueur de son gabarit est assez rare. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ton analyse. C'est intéressant. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la catégorie suivante du coup? Allons-y, allons-y. Qui va faire parler, je pense. Ah oui. De toute façon, elles vont toutes faire parler. C'est sûr, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait cet épisode. Bah les coachs, meilleurs coachs, présentés par Olivier. Est-ce que vous avez des mentions honorables avant qu'Olive nous présente le résultat de nos votes? Alors, bah, moi j'avais une mention honorable, hein, puisque je l'ai mis à la troisième place, c'était le coach rookie en Euroleague du Žalgiris Kaunas, Martin Schiller. Voilà, pour tout ce qu'il a pu apporter, pour la fraîcheur justement dans cette équipe, pour sa capacité à recréer quelque chose avec une équipe totalement renouvelée, avec des systèmes toujours nouveaux. Et bon, ils ont touché leur plafond du fait d'un manque de profondeur. Euh, mais honnêtement, voilà, un vrai vent de fraîcheur pour moi sur l'Euroleague 1. Donc voilà, une petite étoile, une petite astérisque positive pour Martin Schiller. J'ai cru que t'allais nous sortir Petite étoile partie trop tôt. Mais il est pas mort, Sheila. Contrairement à Messina. Ouh. Ouais, je trouve ça un peu facile, mais comment te donner tort? Pour moi, avant que Olive présente les résultats, bah, du fait qu'on en a parlé aussi pas mal pendant toutes les émissions de l'année, Ponsarnau de Valence et Garcia Reneses de Berlin, qui ont fait Ah une ouais, très belle année. quel régal. Merci Romain, ça fait plaisir de t'entendre dire parce que c'était deux équipes qui n'ont pas fait les playoffs et qui nous ont régalé et c'était absolument pas gênant et même très plaisant de regarder leurs matchs malgré le faible nombre de matchs gagnés par Berlin et Valence qui fait pas les playoffs. Mais C'était vas-y. c'était pour compenser le côté Messina avec le jeu dégueulasse et qui a un vote dans nos trucs. Fallait compenser par du beau jeu. Mais je suis tout à fait d'accord sur Ponsarnau et Aito Garcia Reneses alors, on parlait de la qualité, on a eu des débats souvent sur la qualité des coachs en fonction des nations. Alors, pour le coup, bon, Garcia Reneses, c'est un coach historique, mais il a réussi à traverser les âges et en s'adaptant toujours à la mouvance actuelle du jeu. Et alors, lui, le jeu offensif de l'Alba, qu'on peut féliciter d'ailleurs pour leur titre de champion d'Allemagne hein, qu'ils ont décroché cet après-midi en battant le Bayern. Euh, j'ai un respect immense pour ce monsieur qui a accompagné des générations et des générations et des générations et qui continue à travailler de manière incroyablement qualitative et à lancer des jeunes. Et Ponsarnau, justement, pour sa capacité, lui, à composer avec un groupe et créer une identité. Valence est devenu une vraie équipe compétitive d'Euroleague. Hein, ils se sont battus jusqu'au dernier moment pour accrocher la qualification en playoff. Juste une mention pour des gens qu'on a un peu critiqués, moi le premier, sur cette saison, qui sont TJ Parker et Dusko Ivanovic. Voilà, des personnes mal aimées dans le microcosme du basket européen en France, mais Non dont on mais est obligé de saluer le gros boulot cette année. Au-delà de la qualité du jeu, le gros boulot sur la cohésion de groupe et la performance collective de leur équipe. Hein. Bravo. bah c'est sympa parce que je trouve que
TJ, on sait pourquoi il est mal aimé en France, et puis on fera pas de commentaires là-dessus. Mais Ivanovic, pourquoi il est pas aimé? C'est ça. À chaque fois, je me pose la question. Parce que j'ai l'impression qu'il est détesté quand tu vas sur Twitter, quand tu entends parler les gens, et je comprends pas pourquoi. Question de personnalité, question Physique. de rigidité. C'est un coach qui a fait gagner ses équipes, mais qui parfois, du fait d'un côté un peu têtu, je dirais, euh, les a mises en difficulté aussi sur la durée, quoi. Donc il a ce côté un peu faucheuse. Euh, Clairement. et soit on l'aime, soit on le déteste, hein. Moi, j'ai un peu de mal avec sa personnalité, mais on peut que saluer le talent de meneur d'hommes de Cornac. D'ailleurs, on dit pas têtu, on dit ex-Yougoslave dans le monde du basket. Du coup, Donc on annonce le top 3. ouais, c'est toi, mon Donc copain. nous C'est mon avons, tour. alors ça a été vraiment un classement qui a été très disputé. Beaucoup de coachs à la première place, beaucoup à la deuxième. Alors la troisième c'était varié aussi, mais on arrive à un classement avec à la troisième place Sharunas Jasikevičius qui paye certainement sa non-victoire auprès des forts. C'est sûr. À la deuxième place, le sulfureux lombard Andrea Trinchieri, coach du Bayern Munich, équipe surprise de la saison, on va pas se mentir, qui a été énormissime. Meneur d'hommes aussi, hein, et comment dire, il incarne la nouvelle génération des coachs. Et à la première place, donc notre coach de l'année, c'est Xavi Pascual, qui s'impose de peu devant Trinchieri, le coach du Zénith Saint-Pétersbourg, qui aura fait une saison qui, de la même manière, aura dépassé toutes les attentes, mais de tous les observateurs. Un coach qu'on oublie souvent, qui est pas sous-estimé, hein, mais qu'on oublie souvent, parce qu'il n'hésite pas à prendre un peu de recul et qui prend toujours le temps de faire les choses et qui n'est pas non plus avide d'intervention dans la presse comme justement le deuxième et le troisième de ce classement, hein. Voilà, vainqueur de l'Euroleague en 2010, et là qui a réussi à amener le Zénith en play-off et à faire douter le Grand Barça, qui est son club de cœur. Des ajustements offensifs incroyables, une maîtrise absolue du pick and roll sous toutes ses formes, une maîtrise absolue aussi de la défense et des aides en défense, de la gestion du tempo. C'est une masterclass pour moi de Xavi Pascual cette année, sans, sans vraiment dénigrer ce que les autres ont fait. Pour moi, euh, ce qu'il a montré sur le terrain avec les moyens qu'il avait, voilà, ne souffre d'aucun doute, d'aucun conteste. Euh, voilà. Beaucoup de respect pour ces trois coachs, pour plein d'autres, hein, et pour Harry Nataman, mais qui pour moi est plus un manager qu'un coach. Donc voilà, c'est juste pour ouvrir le débat pour ensuite. Voilà pour moi. C'est bien amené en tout cas. Et lorsqu'on regarde le petit tableau récapitulatif de nos votes, on a Romain qui a mis en 1 Jasikevičius et Mathieu qui, lui, de manière surprenante, a mis Trinkieri en 1. C'est marrant parce que, de base, si j'avais dû prévoir vos votes, les copains, j'aurais vu le contraire. Pouvez-vous m'expliquer vos votes, s'il vous plaît? Justifiez-vous! Je pense que du coup, en fait, c'est notre déception qui nous a fait les inverser. C'est-à-dire que j'étais tellement pro Jasikevičius que forcément j'ai été déçu. Donc il est descendu numéro 2. Je trouve qu'il s'est un petit peu perdu dans son coaching sur les playoffs. Peut-être à trop vouloir bien faire, il s'est emmêlé les pinceaux. À l'inverse, Trinkieri, je voulais vraiment plus que la partie playoff où ils se font sortir in extremis face à Milan. Je voulais vraiment souligner en fait la façon dont il a su driver cette équipe du Bayern et en faire une équipe très compétitive et surtout très difficile à driver pour l'adversaire. À chaque fois, c'était un défi, je trouve, permanent pour toutes les équipes. C'était toujours des matchs au couteau et l'équipe était capable de tenir en plus ces matchs-là avec sang-froid. Donc, j'ai adoré la façon dont il a su transfigurer l'équipe bavaroise. Juste un petit mot sur Xavi Pascual. Pour moi, je suis quand même satisfait qu'il finisse premier de notre classement. Parce que c'est, à mon sens, le coach qui symbolise le mieux la capacité de rentabiliser au maximum une équipe avec ce que l'on possède. Il a vraiment réussi à faire performer chacun de ses joueurs et à les utiliser à bon escient. Donc bravo à lui. Du coup, c'est à moi de me justifier, c'est ça? Sans vouloir te commander.
Non, moi j'ai mis Jelzikevicius en premier, juste devant Pasquale. Franchement, ça se tient dans un mouchoir de poche, mais j'arrivais pas à oublier quand même la saison régulière. J'ai aussi beaucoup trop aimé la qualité et la richesse du playbook de Jelzikevicius. Pour tout ce qu'il a fait, tous les trick plays qu'il a, tous les systèmes d'après-temps mort, de fin de possession. Enfin voilà, ça a été un régal pour les yeux parce qu'on sait que c'est très intelligent. Alors oui, bien sûr, il rate le Final Four entre guillemets, il échoue en finale, mais euh, mais finalement, quand on remet dans le contexte, c'est un jeune coach par rapport au monstre qu'il avait en face de lui. C'est un jeune coach en première année avec une aussi grosse équipe. Donc voilà, je pouvais pas oublier non plus tout le travail qui avait été fait, mais c'est clair que choisir c'est renoncer et que Pasquale aurait pu être premier de mon classement aussi parce qu'il a été monstrueux tout au long de l'année, que ça a été une très belle équipe surprise. Ils nous ont régalé pendant les playoffs, il a su relancer Pangos, profiter au maximum de tous ces petits soldats qu'il avait sous son aile. Cette équipe a beaucoup fait parler, nous a vraiment fait du bien. Donc voilà, ça aurait pu être l'un comme l'autre, mais finalement, je me suis penché sur la richesse du playbook, sur l'impression visuelle que j'avais, et du coup, c'était le Lituanien plus que Pasquale. Voilà. Merci pour Ça nous, ces clarifications. ça nous montre quand même la profondeur en termes de qualité de coaching euh, du basket européen. Alors là, c'est illustré par l'Euroleague, mais bon, Ouais, ça, euh, c'est pas l'NBA. Hein. Oh, les, désolé. les, les copains les copains Adrien et Ludo parlaient des coachs de FIBA Europe Cup aussi qui avaient fait un boulot incroyable. Voilà, c'est ce que je dis juste rapidement sur Ataman, parce que certaines personnes vont s'enflammer sur le fait qu'on l'ait pas cité alors qu'il gagne l'Euroleague. Euh, pour moi, Ergin Ataman est un merveilleux meneur d'hommes, un joueur qui est incroyable pour tirer le maximum de la personnalité de ses joueurs et les mettre en confiance, pour guider un groupe dans un processus. Mais je trouve pas, je vais être un peu incisif, mais je ne trouve pas que la richesse justement du playbook de l'Anadolu soit ce qui les caractérise. C'est plus la capacité à responsabiliser des merveilleux initiateurs offensifs, à mettre en place une cohésion défensive, mais dans la communication, et pas forcément sur des ajustements stratégiques à la Jasikevičius ou d'autres coachs que l'on a pu citer. Voilà. Donc bravo à Ergin Ataman hein, pour la gestion de son groupe. Mais voilà, s'il y avait eu un manager de l'année, moi je pense que je le mets manager de l'année, mais pas coach de l'année. Mais c'est exactement le syndrome Didier Deschamps, en fait. Hein. Quand on gagne la Coupe du Monde, tout le monde critique la qualité de jeu et pourtant ils vont jusqu'au titre et tout le monde était très content. Et je pense que c'est ça, c'est juste que, comme tu le dis, il gère très bien son groupe et quand il a besoin de gagner, il sait comment faire sans que ce soit hyper beau. Et ils l'ont fait. Et il avait le talent en plus sur le terrain grâce aux armes qu'on connaît. Donc franchement, respect à lui. Et c'est mérité. On enchaîne sur notre catégorie. Ouais, vamos. Time is flying, comme on dit dans la langue de Molière. Les jeunes, le meilleur jeune, c'est Romain qui va nous présenter ça. Yep, encore une catégorie qui était serrée, ça se joue à pas beaucoup. Et du coup, en troisième position, on a le petit jeune de Barcelone, Bolmaro. Devant lui, il y a Garouba du Real Madrid. Et enfin, à la première place, c'est Jokubaitis du Žalgiris, voilà, qui remporte ce trophée de meilleur jeune de l'année. Est-ce que, messieurs, vous avez des petites mentions? Je sais que moi, j'ai changé un nom par rapport à tous les autres. J'avais plutôt mis Alocen en troisième position. Est-ce que vous avez d'autres mentions? Zaitsev. Zaitsev qui du coup a été mis par Coco au début, mais il avait oublié que le mec avait bientôt notre âge. J'ai Voilà. confondu avec Fritzon, désolé. Un vrai jeune, tu vois. Désolé pour l'oubli. Moi, je l'ai pas mis à Lausanne. J'ai mis Garouba dans mon top 3 parce que je trouvais que Garouba avait subi au long de la saison une montée comme ça et dans les playoffs, il a permis au Real de rester
de rester vivant et je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant sur toute la saison plutôt que le copain Alocen. Ouais, moi je j'ai pas mis Carlos Alocen parce que enfin vous le savez, hein, ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis ce joueur dans la plus pure tradition des meneurs espagnols. Et Dieu sait si j'ai eu du mal avec l'équipe d'Espagne, mais Dieu sait si j'aime les meneurs à l'espagnol. Euh, Carlos Alocen, pour moi, a plus de talent intrinsèque qu'un Rocasio Kubaitis, par exemple, mais pour l'instant, c'est essentiellement des flashs, pour diverses raisons, hein. Euh, mais pour la première, c'est sa capacité à se responsabiliser, donc il a eu du temps de jeu. Il y a pour l'instant beaucoup de déchets, il y a une palette technique qui est invraisemblable dans un style européen, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Si je l'ai pas mis et que j'ai inclus Bolmaro à la troisième place, c'est parce que Leandro Bolmaro m'a montré une capacité à être efficace à très haut niveau déjà, en défense notamment, quand il a été utilisé par Jasikevičius aux dépens, hélas, de Léo Westermann en play-off, mais il a réussi à se mettre en mission défensive parfois sur Kevin Pangos, avec un succès acceptable pour un joueur de son âge. Il a une certaine polyvalence, il est en plus très spectaculaire, donc très télégénique. Il envoie des gros tomards, il est très agressif, il a vraiment cet état d'esprit très caractéristique des arrières argentins. Voilà, moi c'est pour ça que je l'ai inclus là à la place d'Alocen. Après pour le reste du classement, on peut débattre. Pour Alocen, même constat que toi. Je l'ai trouvé trop sage dans sa partition et j'aurais aimé qu'il ose un peu plus, là où Bolmaro, justement, avait pas froid aux yeux. Je pense aussi qu'il essayait de se vendre avec quelques highlights avant son arrivée imminente en NBA. Par contre, j'aurais même placé Bolmaro devant Garouba si ça tenait qu'à moi. Je pense que Garouba a fait effectivement des performances assez exceptionnelles en play-off. Maintenant, je pense qu'il a surperformé sur une très courte période. On a surtout retenu la performance, mais sur la saison, j'ai trouvé très inconstant, en difficulté parfois sur la lecture de jeu. Il y a un potentiel, c'est sûr, mais je pense qu'il a été un petit peu hypé par ce qui s'est passé. Par contre, Yokubaitis, numéro 1, j'ai rien à redire. C'est pas forcément le plus talentueux des trois, mais c'est un joueur qui fait déjà preuve d'une maturité assez folle, et c'est surtout ça qu'on attendait d'un jeune. C'était sa capacité à se mettre au niveau des joueurs qui l'entourent. Et là-dessus, il a été impeccable. La sélection des tirs, le jeu de passe, s'inclure dans un collectif comme ça a été superbe pour lui, et c'était un plaisir de le voir évoluer avec le Kaunas cette saison. Alors du coup pour mes choix, j'avais mis Garouba justement en premier. On va dire que Djoko Baitis, il a été bon toute la saison. Garouba, par contre, j'ai l'impression, si on s'attarde juste sur l'aspect visuel, on l'a vu progresser. Je sais pas si vous avez eu cette De manière sensation. ultra spectaculaire. Enfin, Voilà, je rebondirai là-dessus après, mais je te laisse terminer. on l'a vu progresser tout au long de la saison, qui plus est dans un effectif qui a eu besoin d'un homme en plus pour prendre des responsabilités. Et finalement, c'est lui qui a décidé de le faire. On l'a vu en playoff, ça a été un régal. Et c'est pour ça que ça a joué dans mon choix, c'est que il a donné la sensation que, ok, certes, il se prépare pour un avenir en NBA, mais il a su endosser un rôle qui n'était pas forcément pour lui en début de saison. Et il a step up, comme on dit, et ça a été incroyablement beau à voir, et de se dire que voilà, ce gamin était un peu timide, un peu gauche. On a souvent critiqué certains de ses choix, notamment proportion à vouloir s'écarter, à tirer de loin, etc. Et finalement, il s'est recentré, il s'est reconcentré, et ça a donné une sublime fin de saison de la part de Garouba. Juste avant de laisser la parole à Olive, essayez de regarder le petit frère qui pousse aussi, qui en a plein les mollets. Très bon joueur aussi, je pense. Donc voilà, il y a un Garouba bis qui arrive bientôt. Je vais aller dans ton sens, Romain, mais je vais juste apporter d'autres arguments pour aller dans ce sens-là. Donc moi j'ai mis Garouba en 1, Yoko Baitis en 2, sachant que vraiment pour moi c'est très très proche. Euh, c'est très très proche. Ils sont très différents. Et le contexte est différent, dans le sens où Rokas Yokubaitis c'était pas un joueur. Alors c'était un prospect, mais c'était pas un joueur attendu, avec autant de responsabilités à ce niveau-là. Et il a fait un début de saison incroyable, qui correspondait finalement au réajustement stratégique en lien avec l'arrivée de Martin Schiller.
et au retrait de responsabilité de Thomas Walkup et Lucas Lekavicius. Et petit à petit, quand ces deux tauliers ont repris le dessus, le niveau du Kubati s'est un peu étiolé. Un peu, hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas été mauvais, mais il a été un peu plus d'éteint, moins incisif. Et donc dans une équipe finalement pour laquelle il n'y avait pas énormément d'attentes. A contrario, Ousmane Garouba, envers lequel j'ai été très très critique en début de saison, mais je trouvais à raison sur une question de QI, basket, mais notamment défensif, capacité à trop se jeter, un trop plein d'énergie. Lui, il était très attendu parce que ça fait déjà 2 ans qu'on en parle. Il est dans une équipe qui est scrutée à un poste embouteillé, si bien qu'il a dû se décaler sur le poste 4, mais notamment après la blessure de Randolph, alors que Ousmane Garouba est un poste 5, ce sera un poste 5, et quand il sera drafté un billet, ce sera un poste 5. Et il a su, je pense grâce à Pablo Lasso, et il faut quand même qu'on lui tire un coup de chapeau, il aura réussi à se focaliser, à progresser en défense, sur les aides notamment, euh, des capacités athlétiques hors du commun pour un joueur de ce poste-là, et un sens du jeu et du déplacement sans ballon notamment, rare pour un joueur de 19 ans. L'arrivée de Vincent Poirier lui a fait énormément de bien aussi, dans le sens où Vincent Poirier est revenu de NBA avec un shoot mi-distance, une capacité à s'écarter un peu. Et donc on revoit des associations en Liga, notamment sur certains matchs que j'ai vus, Garouba-Poirier, où Garouba a plus besoin de s'écarter, mais du coup il a énormément de place. Voilà, ces playoffs sont effectivement un pic et c'est une somme de flash, mais j'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que cette somme de flash va devenir quelque chose de récurrent chez ce joueur. Voilà, attention potentiel maximum. Ok, ok. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la catégorie suivante? Allons-y. Let's go. Alors, il y avait également la meilleure progression. Il y avait, alors pas vraiment débat, puisque tous les copains ont choisi le même bonhomme, et c'est Mathieu qui va nous présenter ça. Alors, en première position, encore une fois l'unanimité, Achille Polonara, l'Italien qui finit numéro 1. En deuxième position, on a Marius Grigonis. Et en troisième position, on a un ex-aequo, c'est Sertac Sanli, l'intérieur turc, et Vladimir Lucic, le Serbe, qui finissent donc troisième. Est-ce que vous aviez des mentions honorables à citer en plus? Mon reste de podium, du coup, qui sort de l'ordinaire par rapport au vôtre. Mais Fais-toi j'assume plaisir. complètement. Du coup, je me suis fié aux statistiques et puis à l'impression visuelle. Et donc, mon classement, ça a été Polonara en 1. Ensuite, j'avais Lloyd en 2. Et en troisième position, j'avais un ex-aequo avec Baldwin et Vezenkov. Et j'assume complètement parce que du coup, pour moi, ça me semblait plutôt logique. Il fallait pas oublier non plus qu'il y avait des autres joueurs qui ont bien progressé et non qui n'étaient pas forcément dans le top 8 ou au Final Four. Voilà. Donc, moi, c'était mes mentions. J'ai bien aimé tes mentions, parce que c'était dans ton classement. L'idée de Lloyd, ok, sans souci. Mais j'aimais bien l'idée de Vezenkov. Pourquoi? Je m'explique. C'est que c'est un mec, on a toujours l'impression qu'il fait le taf. Et au final, qui a toujours été là, il fait partie des meubles. Alors que le type a mon âge, quoi. Et ça fait drôle. Et ça me faisait super plaisir que tu l'aies mis, parce que cette saison, quand même, on l'a beaucoup vu sur certains matchs. Il a participé à certains bons moments de l'Olympiakos et que s'ils ont eu un classement pas trop dégueulasse, c'est aussi en grande partie grâce à lui. Effectivement, oui. Cet été, normalement, il bougera pas, même s'il y a eu beaucoup de rumeurs sur lui. L'Olympiakos, qui est en train de se faire une belle équipe. Mais ça, on en discutera plus tard. Olivier, t'avais des mentions honorables? Ouais, je tenais alors juste à citer Kevin Pangos, j'ai vu qu'il était dans les classements, je le cite, mais pour moi c'est pas vraiment la progression dans le sens où il était blessé et ensuite écarté. L'année précédente, Kevin Pangos c'est un joueur qui a step up énormément, mais je pense que c'est en lien avec le rôle qu'on lui a donné. Mais il faut quand même en parler parce qu'on l'a pas trop cité pour le moment. Non, moi j'avais Jalen Reynolds, il est un joueur que j'ai beaucoup critiqué lors de ses passages au Zénith, au Barça, au Maccabi. Je trouvais que c'était un soliste, peu intéressé par la défense, rim runner pur, c'est tout, pas intéressant. Et donc lors de sa signature au Bayern, j'étais très circonspect et je me suis planté lamentablement dans la mesure où il a fait une saison euh,
exceptionnel en tout point, en défense, en attaque. Il a progressé sur ses départs en dribble, du shoot mi-distance, de la hargne. Pour moi, alors Vladimir Lucic c'est vraiment le taulier de l'équipe, mais Reynolds, il incarne ce côté un peu rageux, brut, qu'on a pu voir au Bayern Munich cette saison. À coup sûr, on a vu qu'il était en négociation avec le Barça, hein, qu'il a bien compris qu'il fallait renforcer le secteur intérieur sur la densité. Voilà, pour moi, Reynolds, c'est un joueur qui peut intégrer la first ou second team de l'Euroleague et qui du coup méritait d'être cité, même si Achille Polonara, enfin, la progression est tellement fulgurante sur son rôle surtout que, enfin, ça ne souffrait. Je l'ai beaucoup utilisé cette expression aujourd'hui. Il n'y avait aucun doute hein, sur le fait qu'il décroche cette récompense. À noter que Ludo nous avait mis un autre joueur qui sort du classement et qui fera plus office de mention, mais c'est Zaitsev du Kimki, Ah, qui on y du revient, coup, on y revient. voilà, le Kimki, finalement, on va réussir à en parler de manière positive et je pense qu'il a été à peu près l'une des seules choses positives qui leur soit arrivée cette année et du coup, Oh non. Ah, il y en a une deuxième, il paraît que la cantine est très bonne, Romain. oui, c'est pour ça que s'accroche à son contrat. Mais mais ouais, j'aimais bien son choix aussi parce que j'ai beaucoup aimé le joueur dans l'année et que ça changeait un peu du serial croqueur qu'on avait toutes les semaines. Et qu'on avait vu des flashs de pick and roll entre Zaitsev et Devin Booker qui étaient vraiment très intéressants. Et quel dommage que ça n'ait pas été exploité. Ouais, ça laisse beaucoup de regrets à cette équipe du Zénith. J'ai hâte de voir leur intersaison. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à commenter. Mathieu, je sais pas si tu avais donné tes mentions honorables. Bon, j'avais à peu près les mêmes noms. Sinon, j'avais Sertac Sanli. Moi, j'ai voté pour Sanli, qui m'a vraiment impressionné par sa progression et notamment la post-season sur les playoffs et le Final Four. Il a juste été exceptionnel. À tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui c'est juste l'un des pivots les plus reconnus, on va dire, en Euroleague. Il est très convoité. Et puis sinon, un petit mot sur le premier quand même, Achille Polonara, qui finit premier à l'unanimité, qui a sorti une saison superbe. L'année dernière, cette équipe de Baskonia avait perdu Toko Shengelia. Et on s'est dit que le poste allait devenir bien faible. Et finalement, ils ont trouvé son digne successeur avec un profil quasi similaire, du muscle, de la mobilité, du tir à 3 points, mais aussi du move près du cercle. Un vrai plaisir de voir ce joueur évoluer ainsi. Et en plus de ça, il est italien, donc ça me va très bien. Ah, ce basket italien. Le chauviniste Mathieu se réveille. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut voir. Merci beaucoup Mathieu, ça fait plaisir ce genre de phrase. Et rappelons que la Avec Virtus est plaisir. championne d'Italie. Voilà. Euh, On est ok pour les progressions. Vous voulez qu'on passe au reste? Je crois qu'Olivier avait des mentions à faire. Ouais, Ah, des petites mentions, certaines cocorico. Juste des noms à citer, Mike Toby de Valence, Ben Lammers de l'Alba Berlin, oh, oui. et William Howard, Mustapha Fall et Gershon Yabusele de l'Asvel. Euh, et Gershon Alors, Yabusele, je pense sur lequel il faudra compter pour une first team en Euroleague l'an prochain s'il reste en Euroleague. c'est clair. Je l'ai pas mis en J'aurais progression moi, parce qu'il était pas l'année dernière, je crois. J'ai un doute. Ah ben, il est dans le roster sur la fin de saison puisqu'il arrive en toute fin. D'accord. Et je crois Ok. il joue 2 matchs, il me semble, je veux pas dire de bêtises. Ah, c'est pour ça que moi j'avais hésité à le mettre, mais c'est vrai que on en parle énormément. Il y a des équipes qui font le forcing pour l'avoir. C'était un plaisir de voir jouer ce garçon-là toute la saison. C'est un profil unique hein, sur un poste 4, Yabusele. Alors, on n'est pas objectif du tout, on est français, on l'a suivi, on a adoré, mais personne ne joue comme lui sur ce poste-là. C'est clair. Et j'aurais juste aussi à ajouter Papagiannis, qui je trouve aussi a vraiment pris du volume Ah cette ouais. saison. Mm. Dans le marasme du Pana, c'est vraiment souligné. Mm. C'est marrant parce il a perdu du poids et il gagne en volume selon Mathieu. Voilà, je veux juste le souligner. On passe au first team, second team du coup? Allons-y. Allons-y. Let's go. Alors, tu veux que je m'en charge?
Ah, pardon, j'avais coupé mon micro. J'allais dire First Team et Second Team présenté par le compère Romain. Ah, vas-y. Comme vous voulez. Du coup, la First Team sont élus dans ce magnifique 5 majeur. Misic, le MVP, De Colo, Lucic, Mirotic et Tavares. Et pour la Second Team, on a Pangos, Grigonis. Là, on va avoir un problème, mais du coup, je vais faire moi-même la diffusion et ça sera le chouchou, donc ce sera Clyburn, Polonara et Reynolds. Voilà pour les 2-5 de l'année. Malcolm de l'année. Voilà, c'est dit. Ouais, Malcolm C'est Tristesse de évident. l'année. On peut citer rapidement les différentes personnes qui ont été nommées sur ces first et second team mais qui ne les intègrent pas. Avec James. Avec Mike James, bien sûr. Kronoslav Simon, qui a fait une saison merveilleuse, tout en constance. Mhm. Yann Vezeli, Corey Higgins, Kalinic, Shields. ouais, Chris Singleton, Geoffrey Lauvergne, Brandon Davis. Qui on a d'autres? Shevon Shields. Il y a du Kevin Kalinic, Pangos. Larkin, ouais. Qui a mis Cheval Shields? Ça, c'est Adrien, ça. Romu. Ah, Romu, Ah. d'accord. Ouais, et je l'ai mis aussi. Ouais, il y est Shevon. 2 fois, ouais. Ah non, Effectivement. j'avais mis Clyburn, mais j'avais hésité longtemps entre les deux. Ce qui avait fait la différence pour moi, c'était que Clyburn avait une capacité à hausser le niveau global de son équipe plutôt qu'à lui performer pour la faire gagner. Mais ça se jouait à pas grand-chose parce que Shields, les performances individuelles de Shevon Shields dans les matchs où ça comptait, cette année, c'était juste une dinguerie, quoi. Mais c'est vrai que je trouve que Clyburn est un meilleur joueur que Shevon Shields, selon moi. Ouais, clairement. Et puis il est pas de Milan. Et, oui. Alors, il y a aussi un peu de rage de la part de Romain parce que chez Von Shields, il n'avait pas ce niveau-là à Baskonia, mais bon. Exactement. Et donc Toujours, voilà, toujours on va revenir à Vitoria, parce que Partizan, on peut pas trop en parler. Écarté en demi-finale du championnat de Serbie cette année. alors encore une fois, c'est vrai qu'on se rend compte que Corey Higgins aurait été peu nommé. Euh, on ne manque pas de respect à Corey Higgins, on précise. Hein. C'est juste que il s'agit d'une first et second team, donc c'est pas des équipes qu'on veut mettre sur le terrain. C'est vraiment le talent individuel et l'impression globale de ces joueurs. Euh, Parce que je pense, on peut se poser la question entre nous, mais euh, est-ce que vous prendriez Corey Higgins dans un 5 si vous deviez faire un 5 pour jouer un match? Enfin, moi oui, quoi. Clairement. Donc bon, voilà. Oui, c'est des joueurs au même titre que Shane Larkin qui est pas dans notre classement, mais c'est pas un mauvais joueur à prendre non plus. Ce que je trouve bien, moi je suis content que notre first team soit un peu plus représentative à mon sens que l'officiel où Kevin Pangos faisait son apparition, mais je trouvais que c'était un petit peu surfait. Par contre, notre second team est intéressante aussi parce que justement, on a beaucoup de joueurs qui ont monté en régime avec Pangos, Grigonis, Polonara, Reynolds. C'est beaucoup de joueurs qu'on a cités dans des progressions, à l'exception de Clyburn qui a pas réussi à passer le cut pour être dans la first team, mais au vu de ce qu'il a montré encore une fois sur le Final Four, notamment la demi-finale face à l'EFS, c'est un joueur exceptionnel. Est-ce que Corentin, tu ne ferais pas un récapitulatif des vainqueurs de ces récompenses? Yes. Alors, je reviens sur le MVP. Le vainqueur est Vasilij Micic. Pour le meilleur défenseur, c'est Monsieur Tavares. Pour le meilleur coach, c'est Xabi Pascual. Pour le meilleur jeune, Rokas Jokubaitis. La meilleure progression est Achille Polonara. La first team, Micic, De Colo, Lucic, Mirotic, Tavares. Pour la seconde team, Pangos, Grigonis. Romain choisit Will Clyburn, Polonara et Reynolds. Et pour la chronique, Romain. Ah, on enchaîne comme ça, direct. Ah oui, En transition. et ça fait 1 heure qu'on fait des préliminaires, mon grand. On n'a plus le temps, quoi. Définitivement, on n'a plus le temps dans cette émission. Les amis, lorsque l'on commence à parler des récompenses et de bilans, c'est souvent synonyme de fin. L'Anadolu a remporté cette nouvelle saison d'Euroleague au terme d'un Final Four que beaucoup attendaient, pour de bonnes ou pour d'autres raisons, mais qui a largement tenu ses promesses sur le terrain. À l'instar d'un Luka Doncic, Vasilij Micic tenait à laisser un message fort avant de partir. MVP de la saison, MVP du Final Four et donc champion. Dans cette victoire, en bon français que nous sommes, trop peu de temps à consacrer à la joie. Non,
on préfère voir la victoire du duo tricolore Bobo-Moerman comme un moyen de critiquer le coach de l'équipe de France. On a vu en ce week-end de fête, en sortie de période compliquée, le moyen de déballer encore les histoires politiques entre FIBA et ECA, plutôt que de retenir la qualité de jeu. Mais bref, maintenant c'est passé, et bizarrement, comme nous l'avions déjà annoncé il y a quelques mois, la compétition reine reste, mais les hommes passent, et c'est non sans un certain retentissement que nous avons appris que Jordi Bertomeu était écarté du conseil d'administration de l'ECA. Miracle! Miracle! Allez papy foufou, prends ton médicament, rejoins la maison de retraite, il est l'heure, ça dégage. Est-ce que ça changera quelque chose? Franchement, j'en sais rien, il faudra peut-être attendre pour voir. Mon côté optimiste ne s'attend pas à un grand bouleversement, notamment dans le format de la compétition, mais une petite voix en moi se dit « Et si désormais le dialogue pouvait être entamé ?» Mon côté « J'aime le participatif » lui se dit « Eh merde !» Ouais, enfin, rien de nouveau sous le soleil, ça râle encore. Bon, avant que les dauphins ne s'entendent avec les requins, on va d'abord basculer de l'Euro League à l'Euro 2021 de football. Profitez de ce moment, ça y est, on a enfin des stades pleins. Bon, petite parenthèse pour dire que nous avons une pensée pour Christian Eriksen, le joueur danois victime d'un malaise cardiaque hier après-midi lors de la rencontre face à la Finlande. C'est des images qu'on déteste voir et qui rappellent que l'on doit profiter de chaque instant car tout peut s'arrêter très vite et qu'il faut aussi se former aux gestes de premier secours car sans eux, la situation n'aurait pas connu une issue rassurante pour le joueur de l'Inter Milan. Une autre pensée pour le Paul Zipser, l'ailier du Bayern Munich qui lui a dû être opéré en urgence d'une hémorragie cérébrale. Tout va bien pour lui et nous lui souhaitons un bon rétablissement. Bon, au milieu de tout ça, je dois quand même citer mon très bon ami musicien Baptiste Ventadour avant que l'on profite chacun de notre été. Dans sa nouvelle chanson que je conseille à tout le monde qui s'appelle Le mal des grands boulevards, il dit « J'aurais bien voulu te dire qu'on a autant de bons moments que j'ai de peine à partir et pourtant, il suffit de quelques secondes pour s'enfuir au bout du monde. » Encore une fois, vous pensez que j'ai encore pété un plomb et c'est normal. Mais bon, tournons la page de cette belle année avant de se retrouver pour de nouvelles aventures en son et peut-être en images, ici ou ailleurs, mais surtout pour continuer à parler de basket. Des dossiers, il y en aura partout dans un été qui s'annonce chaud et chargé. Coco, pose ce verre de vin, j'ai pas dit chargé d'alcool. On pense évidemment au mercato, au JO forcément, à la suite de notre championnat de France, la Jeep Lidl Zavata Winamax Elite, avec une pointe d'inquiétude et d'une nouvelle saison à préparer dans le monde d'après, notre monde d'après. Les amis, je crois que c'était la dernière chronique cette fois. Merci de m'avoir laissé dire autant de conneries, j'espère vous l'avoir rendu pour le plus grand de vos plaisirs. Je sais que vous auriez aimé voir ma gueule avec un maillot de Milan, cette merveilleuse équipe qu'on nous a vendue comme la meilleure équipe de l'année et qui finalement va juste ramener une Coupe d'Italie à la maison. Bon, forcément, ça fait tâche, mais ça n'est que partie remise pour un prochain pari idiot de ma part. Suivez-nous bien sur les réseaux, car on ne vous laissera pas sans rien. À très vite les amis. Merci Romain. On a vu l'indirect sur Milan, on ne relèvera pas. Merci Mathieu également. Merci Olive. Si vous avez un dernier mot, c'est maintenant. On referme la page Euroleague. À très bientôt pour de très nouvelles aventures. Alors, Mathieu répond pas, il est sur Star Wars Battlefront là en même temps. Pas du tout, je fermais les yeux et je rêvais déjà de la suite. Tu rêvais de revoir Mike James avec le maillot du CSK, c'est ça? Ou de Milan? Non. Et toi Coco, comment veux-tu conclure cette page Euroleague de la saison? Merci. Alors des frissons, simplement. J'aimerais que la Venere, donc la Virtus, rejoigne la compétition reine, mais bon, ça c'est dans mes doux rêves. Je remercierai surtout tous ceux qui nous ont suivis tout au long de l'année, qui ont apprécié ce qu'on a fait, modestement. C'était un plaisir, et c'est ce que je retiendrai, de partager l'antenne avec vous. On s'est régalé, et une aventure humaine comme ça, j'en souhaite à tout le monde. Je fais tous de gros bisous, et je vous souhaite un très bon été. Continuez de suivre du basket, et on vous embrasse bien fort. Ciao, ciao! Salut tout le monde. Ciao.